Sarfas, pédopsychiatre, psychanalyste et auteur d'un magnifique livre. Je suis Mademoiselle C, schizophrène. Voilà, Jacques. Derrière le film, Jacques. Derrière le film. La limite, c'est la... Ok. Je me demandais par quel bout j'allais prendre cette affaire. Et j'ai changé 10 fois dans la matinée et 2 fois dans l'après-midi. Donc, effectivement, comme disait Dominique tout à l'heure, je flippe un peu, au moins pour le démarrage. Parce que la question, c'est quand même à quoi ça sert de parler. Enfin, vous savez que c'est la question qui est posée. C'est la question posée, en tout cas par Olivier, quand il m'a demandé de parler ici. Et c'est difficile de se poser la question de ce qu'on est justement en train de faire. Il m'arrivera de redire et de reposer la question plusieurs fois. À quoi ça sert de parler ? Et je tiens beaucoup à la formulation la plus simple qui soit. À quoi ça sert de parler ? Il y a 2 réponses possibles. Oui, ça sert à quelque chose, ou non, ça sert à rien. Et j'ai hésité à savoir de quel côté j'allais pencher. Et j'ai rencontré dans ma bibliothèque un livre que j'avais déjà lu il y a très 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 longtemps, qui s'appelle « Ce que parler veut dire » de Pierre Bourdieu, un copain de Bordeaux et de Pau. Alors quand je dis un copain, je ne l'ai pas connu, mais il était du coin. C'est très important de tenir compte de ce que dit Pierre Bourdieu dans ce que parler veut dire. Donc, je n'en parle pas tout de suite, je dirais simplement parfois à quoi ça sert de parler ou qu'est-ce que parler veut dire. Et si j'ai hésité beaucoup, c'est que j'avais le sentiment ce matin d'entendre toujours des situations de thérapie systémique, c'est-à-dire de thérapies qui sont pour un groupe de personnes et non pas des thérapies individuelles. Dans le début de l'après-midi, je me suis retrouvé face à un thérapeute qui s'adressait à une personne individuelle. Et vous avez vécu, comme moi, cette situation d'hypnose qui était particulièrement intéressante et particulièrement brillante. Mais ce qui m'a un petit peu dérouté, c'est de me dire, voyons, à qui dans ma vie professionnelle j'aurais pu proposer cette chose-là? Parce que sans avoir fait de travail d'hypnose, j'ai fait un travail qui n'est pas très loin de l'hypnose, qui est l'auto-hypnose, qui porte un autre nom, qui est le training autogène, c'est-à-dire une méthode de relaxation tout à fait classique parmi les méthodes de relaxation. Et que ces particularités de technique s'adressent à plusieurs sortes de personnes, mais heureusement, il y a une personne à la fin qui a dit « mais est-ce que ça peut s'adresser à des malades mentaux ?» Et là, j'ai particulièrement dressé l'oreille, puisque je me suis dit j'ai plutôt été confronté à des malades mentaux dans ma vie professionnelle, je vais essayer de vous en parler, et je vais essayer à cette occasion-là de répondre à la véritable question posée, à savoir qu'est-ce que parler veut dire? À quoi ça sert de parler?
le monde, je suppose parmi vous, dit « Enfin, c'est évident, parler, c'est le cœur de notre métier. Les échanges que l'on fait sont toujours véhiculés par la parole. » Et dans la séance d'hypnose de tout à l'heure, la moindre des choses, c'est de penser que la parole était tout à fait primordiale. Et cependant, pendant que j'étais à moitié hypnotisé, mais que à moitié, je me disais, c'est quand même très très curieux parce que chaque mot me venait comme un écho de quelque chose que j'ai pu dire à d'autres moments dans ma vie professionnelle. Chaque situation me rappelait d'autres choses, aussi bien de la pratique que de la théorie. Et je vais prendre tout de suite un exemple, c'est que il y a eu pour la patiente sur laquelle j'ai fait un travail qui est le livre que certains d'entre vous ont lu ou pourront lire. Le travail qui a été fait sur cette patiente-là, c'est essentiellement sa parole. Je l'explique en 2 mots. Quand j'ai commencé à faire un travail de psychiatre, je venais de finir mes études de médecine et on m'a mis dans une clinique pour faire un stage, pour voir un petit peu de quoi y retourner. Et l'une des premières patientes qu'on m'a présentée, c'était une jeune fille d'une 17-18 ans, anorexique. Et cette personne-là, anorexique, donc, ne mangeait pas. Et lorsque le patron de cette clinique voulait l'interroger, elle ne parlait pas. Elle était à la fois dans le refus d'ouvrir la bouche pour manger et dans le refus d'ouvrir la bouche pour parler. Et il s'est passé un certain nombre de choses qui ont fait que dans cette clinique, le patron, moi je n'étais qu'un petit interne tout nouveau, je ne savais pas grand-chose de psychiatrie et il allait falloir que j'apprenne un certain nombre de choses. Et donc, j'obéissais grosso modo à ce que me disait de faire le patron. Alors il m'a dit, tu commences par la faire manger. Hein, c'est tout ce qu'on me demande pour une anorexique, c'est ça qu'il faut faire. Et puis, le temps a passé et on a convenu, ce docteur B, je vais l'appeler docteur B pour simplifier, et moi, on a convenu que, effectivement, la demoiselle en question ne voulait pas manger et qu'elle maigrissait petit à petit. Et pour ceux qui connaissent un petit peu des anorexiques, vous savez que c'est quelque chose d'absolument terrible, parce que on peut dire l'anorexie, ça a été discuté dans des congrès, mais grosso modo, un tiers guérit, un tiers meurt et un tiers ne guérit jamais. Les véritables anorexiques, c'est une énorme difficulté et il faudrait en parler beaucoup. Mais ce qui était intéressant dans cette situation-là, c'est que le docteur B me disait le travail principal, c'est de la faire manger, donc c'est de gré ou de force. Et lorsque je m'évertuais de la faire manger, je ne pouvais pas procéder de force. Donc j'essayais de lui parler. Et je vous dirai tout à l'heure un certain nombre de choses qui ont pu se dire dans des moments comme ça. Mais très rapidement, le docteur B a dit non, elle n'est pas que anorexique. Cette jeune fille est certainement schizophrène aussi. Alors, à ce moment-là, moi j'ai lu, bien sûr, puisque c'était mon travail aussi, de me renseigner et d'étudier
Hein. J'ai lu une grande partie, non pas tout parce que c'est beaucoup trop, une grande partie de ce qui se faisait en matière de schizophrénie, et de traitement de la schizophrénie. Et j'ai essayé de voir si cette jeune fille correspondait à ce que je pouvais lire dans les livres. Et puis, il a été décidé qu'elle soit changée d'endroit, puisque c'est dans une clinique psychiatrique, peu importe laquelle, celle-là, comme les autres, fonctionne à peu près de la même façon, à cette époque-là, il y a longtemps, et maintenant, grosso modo, de la même façon. Donc, il y avait des lieux pour les malades pas trop gravement atteints, et puis d'autres lieux pour les malades beaucoup plus graves. Donc, on a déplacé cette personne et on l'a descendue à un endroit qui s'appelle le chalet et qui est l'endroit où on soignait les, comme disait le patron, les grands fous, quoi. Pas les petits fous. Les petits fous, c'était en haut et les grands fous, c'était en bas. Je veux vous lire ce qu'a écrit cette personne et pour bien que vous compreniez la suite de ce que je vais essayer de dire, c'est le fait que je l'ai accompagné, soigné, traité, brutalisé pendant une année sous les injonctions du médecin qui était mon patron, et puis je l'ai complètement perdu de vue. Complètement perdu de vue, puisque j'ai été nommé à 300 km de là, dans un hôpital psychiatrique. Je l'ai perdu de vue pendant une vingtaine d'années. Et lorsque je suis revenu dans la région où je l'avais rencontré, j'ignorais tout de ce qui s'était passé, mais j'ai reçu un coup de téléphone de cette personne qui m'a dit « Monsieur Serfas, vous vous souvenez de, je lui donne son prénom, Marianique. Vous vous souvenez de Marianique? Oui. Et je me suis souvenu de tout ce qui s'est passé. Et tout ce qui s'est passé, ça a été absolument terrible pour elle et terrible pour moi. Mais pendant ces 20 années, je lui ai demandé, mais que s'est-il passé pour vous? Et elle me dit, j'ai été de clinique en clinique, d'hôpital en hôpital, de psychiatre en psychiatre, et je voudrais revenir vous voir. Et c'est ça que je vais essayer de raconter maintenant, en prenant comme appui ce qu'elle m'a donné comme parole, non pas celle des psychiatres, non pas la mienne, mais la sienne, car pendant ces 20 années, elle a écrit tout ce qu'elle avait ressenti et tout ce qui s'était produit pour elle. Elle a apporté entre 6 et 10 kilos de cahiers et de carnets qu'elle griffonnait au fur et à mesure, et elle m'a posé ça sur le bureau en disant « Vous en faites ce que vous voulez, moi je ne veux plus les avoir chez moi ». Je vous lis, il faut que je m'installe, excusez-moi. Un des premiers textes que j'ai lus, et j'ai bien mentionné, excusez-moi, je m'installe. J'ai bien mentionné dans le livre que c'est à la virgule près ce qu'elle a écrit ou ce qu'elle a pu dire et que j'ai noté par la suite et que je lui ai demandé de confirmer pour savoir si les notes que j'avais pu prendre correspondaient à ce qu'elle souhaitait.
Elle dit, voilà, depuis que je suis descendue dans l'autre partie de la clinique, c'est le cliquetis oppressant des clés qui tourne dans la serrure. On vous laisse un instant le passage, puis la porte se referme lourdement, tout de suite. Qui n'a pas entendu le cliquetis du gros trousseau de clés ne mesure pas vraiment ce que veut dire liberté de circuler. Circuler n'est même pas le mot juste. On devrait dire liberté d'aller et de venir, ou liberté de choisir, ou liberté d'aller tout simplement. Je n'ai jamais mis les pieds en prison, mais j'ai connu des institutions psychiatriques, ces lieux où j'étais embarqué pour le meilleur et pour le pire. J'ai connu les barreaux des fenêtres qui empêchent de prendre la clé des champs, qui empêchent aussi de se jeter dans le vide, qui empêchent de tout voir au dehors. J'ai passé 10 ans de ma vie dans des institutions psychiatriques. Elle écrit ça à l'époque. 10 années entre 19 et 35 ans. 10 fois 12 mois. 10 fois 365 jours. Alors le bruit des clés, je connais. Mais comment éviter cet éternel malentendu? Ce n'est pas d'être enfermé, le pire. Peut-être ma clôture intérieure s'arrangeait assez bien de celle partagée par d'autres. Mais le pire, c'est de ne pas savoir. C'est un des tout premiers exemples de ce que j'ai pu lire et qu'elle est venue me dire à sa façon pendant des années et des années. J'aimerais partager avec vous cette idée que la parole est quelque chose d'absolument indispensable. Mais quand j'ai lu ce qu'elle disait, quand j'ai retranscrit un certain nombre de choses, quand j'ai essayé de parler avec elle pour savoir de quelle manière il était possible de l'aider, il y a eu une multitude d'exemples où je me disais, mais c'est pas possible, la parole. C'est pas possible, dans ces conditions-là, de parler d'une façon correcte. Quand on lui disait, mais vous ne voulez pas manger, elle disait, ce n'est pas exact. Je veux bien manger. Je veux bien manger, mais je ne veux pas manger de viande. C'est incompréhensible pour la plupart des médecins. À l'époque, c'est tout à fait incompréhensible dans cette clinique. Il fallait absolument que cette personne mange de ce qu'on lui proposait et ne fasse aucun commentaire sur la nécessité de manger de la viande. Et lorsque le médecin lui disait « Je veux que vous mangiez de la viande », elle disait « Non, je ne veux pas manger des personnes ou des animaux ou des choses vivantes, je me contenterai de manger le minimum de ce que je mange d'habitude, à savoir des végétaux. » Et le médecin me demandait avec insistance d'essayer de comprendre pour quelles raisons elle s'obstinait dans cette attitude. La question était bien de savoir, et là, à la fois, je parle de ce qu'elle ne disait pas ou de ce qu'elle a pu dire après coup, et à la fois, je parle de ce dialogue
qu'il pouvait y avoir entre le docteur B et moi pour savoir qu'est-ce qu'on doit penser d'elle, qu'est-ce qu'on doit faire pour elle, qui est-elle, comment se fait-il que. Et la question qui se débattait, le dialogue qu'il y avait entre lui et moi, c'était est-ce qu'elle n'est que anorexique ou est-ce qu'elle est aussi schizophrène? Comment le savoir? Je vous lis ce qu'elle écrivait à l'époque. Aujourd'hui, à l'étiquette d'anorexique, ils m'ont rajouté l'étiquette de schizophrène. Pour moi, c'est pas nouveau. C'est pour ça que je suis en bas. Voilà ce que j'ai écrit dans mon carnet à l'époque. Feu vert. On mange des olives. Il y a des chars d'assaut. La ville est encerclée de millions de soleils rouges. Citron vert. Cliquetis des aiguilles à tricoter. Tu rentres, tu sors, sans rien demander à personne. Pardon, maman. Terrible colère. Maintenant, prions pour toutes les souffrances humaines. Céleste, trident, triangle, mot magique, rond, rond et petit patapon. Je vous écouterai quand vous pourrez me dire quelle est la couleur de la mort. Il y a trop de murs. Je hais, donc je suis. Car je veux vivre ma mort. À leur place, j'aurais peur. Ce sont des paroles. Une partie de ces paroles m'ont été dites de façon tout à fait directe, car j'avais depuis abandonné l'idée de lui faire ouvrir le bec. Par contre, j'essayais d'écouter de quoi il s'agissait. Mais il est évident que, à entendre une personne parler de cette façon, on se dit, elle est folle. C'est de la folie, ce qui se dit là. Et en même temps, quelque chose en moi me susurrait que non, ça n'était pas de la folie. Il y avait des choses folles qui se mélangeaient à des choses qui l'étaient moins. La question était de savoir si on pouvait repérer, en la questionnant, des idées qui tournaient autour de son anorexie. Et en écoutant un petit peu, je me suis aperçu qu'il y avait dans le peu de paroles qu'elle m'offrait des choses qui tournaient autour de la question d'être grosse ou ne pas être grosse. Et je lui ai posé une fois la question, et à ce moment-là, elle a accepté de répondre d'une façon beaucoup plus organisée, en quelque sorte, que précédemment. Et voilà ce qu'elle a dit. Je ne supporte pas les grosses dames. Les grosses dames prennent beaucoup trop de place. Elles occupent trop le terrain. Je les vois trop rapprochées de la terre, donc de la mort. Elles se laissent aller. Elles sont déjà allées beaucoup trop loin. Elles ne s'arrêteront jamais. Les grosses dames, quand elles m'approchent, elles m'envahissent. Elles m'absorbent. Je crois que je n'étais plus sûr de leurs limites. Je n'étais plus sûr de leurs limites à elles.
je n'étais plus sûr de mes limites à moi. Je pourrais faire mieux si j'arrivais à combattre ma peur des grosses dames. Quand j'avais 5 ans, ma mère était grosse. Dans son ventre, il y avait un bébé. Papa marchait à 10 pas devant elle. Des petites touches comme ça, des mots qu'elle prononce, mais des mots qui donnent du poids, c'est le cas de le dire avec les grosses dames, à des questions qui me sont, à cette époque-là, et je peux dire en toute sincérité, et même maintenant, très incompréhensibles. Je sais que ça veut dire quelque chose. Je sais que ça a du sens, mais un sens qui m'échappe. En tout cas, avec les choses qu'elle disait à l'époque, le docteur B a dit « elle est schizophrène ». Donc, on va lui faire un traitement pour la schizophrénie, c'est-à-dire une cure de Sackel. Pour ceux qui ne sont pas au courant, et il doit y en avoir beaucoup dans cette assemblée, je résume, qu'est-ce qu'une cure de Sackel? C'est de provoquer un coma comme un coma diabétique, mais volontairement par l'effet d'une piqûre d'insuline, très forte, à forte dose. Et lorsque la personne tombe dans le coma, on laisse la personne dans ce coma, et puis au bout d'un certain temps, on lui redonne du sucre, et elle va sortir progressivement de ce coma. Quand le docteur B m'a expliqué qu'il fallait faire ça à Marie-Annick, j'avoue que j'ai tiqué un peu. Je suis donc allé dans mes livres, il y a une grosse bibliothèque dans cette clinique, et j'ai été voir qu'est-ce que ça voulait dire, cette fameuse cure de Sackel. J'ai lu des choses épouvantables. Je me suis dit, mais c'est pas possible. On provoque un coma, mais qu'est-ce qui nous assure que ce coma a ou peut avoir un effet thérapeutique? J'ai discuté avec le médecin, j'ai discuté avec les infirmières. Moi, je ne savais pas. Mais comment échanger avec un médecin qui m'expliquait, j'avais quand même 30 ou 40 ans de moins que lui, qui m'expliquait que c'était comme ça qu'on soignait la schizophrénie, point barre. J'ai dit, moi, c'est pas ce que j'ai lu dans les livres, c'est pas comme ça qu'on soigne la schizophrénie. Qu'est-ce que parler veut dire dans de telles situations? J'ai été contraint, obligé, j'ai reçu l'ordre non discutable de faire une cure de Sackel à cette patiente. Et elle a eu lieu. Et je vais vous dire comment elle ressentait la situation. On est venu me prendre la température, la tension, il faisait encore nuit. On va vous faire une petite piqûre, vous allez vous endormir. Oh, dit comme ça n'a rien d'effrayant, une petite piqûre. Mais quand on m'a dit « bon réveil » et non pas « bon sommeil », ça m'a un peu troublé. Y aurait-il par hasard de mauvais réveils? Elle continue. Chaleur, chaud, très chaud, et très froid en même temps. Soif, la tête lourde, vide,
sueur, d'incroyables sueurs, pas de sommeil du tout, je vois tout trouble, tout tourne, je ne comprends plus rien, je ne contrôle plus rien, panique, ça dure une éternité, on m'a trahi, je ne dors même pas, je ne peux même pas parler pour dire qu'on m'a trahi, je suffoque. De grosses tartines, ah oui, oui j'ai faim. L'insuline déclenche un fort appétit après le coma diabétique, le coma insulinique, pardon. Donc on lui avait mis des grosses tartines pour qu'elle mange après. Ah oui, j'ai faim. Le plateau avec des grosses tartines de confiture au pied du lit. Manger, c'est rassurant, du chocolat. Oui, bien sûr, je vais partir au lycée. Pourquoi non? Ma jupe écossaise. Du café dans un grand bol en plastique. Merci. Je pourrais lire plus, mais vous sentez qu'il y a toujours dans ces paroles quelque chose qui est à la fois très acceptable, très repérable, très compréhensible, et quelque chose qui déraille. Et j'étais moi, comme vous pourriez être dans une situation semblable, à me dire, mais qu'a-t-elle, cette personne? Est-ce qu'elle est du côté d'une anorexie, entre guillemets, simple, mais pas délirante, ou bien est-ce qu'elle est dans une folie schizophrène? Je ne savais pas. Ce que je sais, c'est que ça commençait à agacer très sérieusement le médecin de la clinique. Le médecin de la clinique me disait, ça commence à bien faire ce truc. Elle maigrit encore, elle délire, il va falloir faire des choses encore plus conséquentes. Le médecin a convoqué Marie-Annick dans son bureau et les phrases qu'il lui a dites, je les résume, mais le détail a été transcrit tel quel par cette patiente. Je ne m'avoue pas vaincu, dit le médecin. Je ne m'avoue pas vaincu. Avec moi, ma petite, ce sont ses mots à lui. J'étais présent et ça a été confirmé donc par Marie-Annick. Je ne m'avoue pas vaincu. Avec moi, ma petite, vous n'aurez pas le dernier mot. Comment entendre ça? Qu'est-ce qui se dit dans la bouche d'un médecin qui parle comme ça? Qu'est-ce qui peut s'entendre quand on emploie des mots pareils? Et peut-être il y aurait parmi vous des gens disant « Oui, mais bon, c'est un cas particulier. » Je voudrais que ça soit vrai, que c'est un cas particulier. Ce que j'ai su, c'est que là, j'ai commencé, moi, petit interne dans une petite clinique de la région, j'ai commencé à me dire, mais on est dans un monde de fous, mais peut-être que les fous ne sont pas ce qu'on croit. En tout cas, et c'est ce que je pensais qui me mettait le trouble ce matin, c'est que dans les différentes présentations, dans les manières de s'adresser aux gens, ça a été dit à plusieurs reprises, je vois Olivier, je vois Dominique, c'est il faut y aller doucement, il faut choisir ses mots, il faut laisser s'élaborer des pensées à partir de ce que l'on propose aux patients. Enfin bref, il faut prendre un certain nombre de précautions. Ce sont des précautions oratoires au même titre qu'il faut prendre dans une salle de chirurgie des précautions
de stérilisation. C'est quelque chose qui devrait être une évidence. Or, j'entends là un patron respectable, un médecin qui a des années de pratique, qui est repéré comme quelqu'un de tout à fait sympathique et très humain, dire à une patiente de 18 ans, « Vous ne m'aurez pas comme ça, ma petite. » Je n'ai pas dit mon dernier mot. Essayez là, s'il vous plaît, d'imaginer la suite. Puisqu'il n'a pas dit son dernier mot, ça va être quoi la suite? Le temps que je cherche la page, vous réfléchissez. Le docteur B me dit, il se tourne vers moi, parce que j'étais toujours présent quand il discutait avec Marie-Anne. Il se tourne vers moi et dit, bon, j'ai bien réfléchi. Il serait possible de faire des enveloppements. Qui sait ce que sont les enveloppements? Il y a combien de personnes? 2, 3, 4, 5, 10? Donc j'explique. Je pourrais vous demander d'expliquer, mais il s'agit de mettre la personne dans une situation de tranquille absence de stimulation. Une pièce sombre, c'est avec un kinésithérapeute, et on enveloppe la personne dans des draps humides, puis on entoure les draps humides d'une couverture bien serrée, et en quelque sorte, on place la personne dans une situation de bébé emmailloté, ou de momie, si on veut prendre cette expression. Il ne faut pas oublier, parce que ça fait partie des choses qui ont été dites, que des enveloppements comme ça ont été proposés à des enfants, et en particulier des enfants autistes. Qu'il y avait des thérapeutes qui disaient c'est une bonne chose, et puis d'autres thérapeutes qui disaient c'est une mauvaise chose. Et le fait est que, à propos de ces enveloppements, ça a été déclaré car un des psychiatres qui faisait des enveloppements a été traîné devant les tribunaux pour avoir fait des enveloppements, ça a été déclaré comme quelque chose d'agressif, de brutal et d'insupportable. Donc je mets ces enveloppements dans un coin de ma tête parce que, jeune interne, j'ignorais totalement ce que c'était. Et je n'avais aucune idée de ce que ça pouvait faire. Mais le médecin dit, je propose qu'il y ait des enveloppements, mais ça, il s'adresse à moi en disant, tu verras ça avec la kinésithérapeute. C'est un peu vieillot comme manière de procéder, mais pour l'instant, je veux essayer encore quelque chose. Et il explique, nous allons, mademoiselle, vous faire une narco-analyse. Qu'est-ce qu'une narco-analyse? Eh bien, j'emploie les mots les plus ordinaires du vocabulaire psychiatrique. Une narco-analyse, c'est une psychanalyse que l'on fait après une injection de narcotique. Vous voyez ce que ça veut dire. Une psychanalyse qu'on fait après une injection de narcotique. Ce sont des mots qui ont été prononcés. Ce sont des paroles qui ont été adressées à cette jeune patiente. Après, elle ne mangeait plus, elle maigrissait, elle avait eu une cure d'insuline et
le médecin commençait à s'énerver en disant il faut absolument faire quelque chose pour quoi faire? Pour lui ouvrir la bouche. Pour lui ouvrir la bouche, pour deux raisons, toujours pour qu'elle mange, mais surtout pour qu'elle parle. Blanc-bec comme j'étais, j'ai dit, oui, on va faire une narcoanalyse, et voilà le récit qu'en fait Mademoiselle C. Un matin, une fois de plus, on me dit qu'il fallait rester à jeun. Le docteur B viendrait lui-même me faire la piqûre. Bigre. Il est arrivé accompagné du jeune interne. C'est moi le jeune interne. Sur le coup de midi, avec une grosse seringue. Une très grosse seringue, remplie d'un liquide blanc laiteux. Le docteur a piqué ma veine au pli du coude en m'enjoignant de dire tout ce qui me venait à l'esprit. Vous notez au passage que c'est la phrase consacrée des psychanalystes, dites tout ce qui vous vient à l'esprit. Mais là, on fait une piqûre et on demande à la patiente de dire tout ce qui lui vient à l'esprit. Il paraît que c'est la formule consacrée. La dose de liquide était impressionnante, d'autant qu'il fallait, expliquait le médecin en se tournant vers son jeune interne, faire ça en 2 temps et lentement afin de laisser le temps à la patiente de mentaliser et d'exprimer verbalement ses souvenirs enfouis. C'est de la psychanalyse. Si ce que j'avais à dire était à la mesure de ce que contenait la seringue, c'est un flot verbal qui aurait dû sortir. Alors, demanda le docteur B au bout d'un long moment. Marie-Annick répond « je me sens bizarre. » Et puis je vois 2 Monsieur Serfas. Ça a semblé à vous faire rire tous les 2. Pas moi. C'est elle qui écrit. Au bout d'un long moment, le médecin m'a demandé, oui, donc il s'adresse à la patiente. C'est tout? Oui, c'était tout. Et devant mon silence, vous êtes repartis tous les 2, visiblement déçus. Ainsi, j'ai eu le droit à une séance d'analyse intraveineuse que vous m'avez administrée consciencieusement 1 fois par semaine pendant plus de 2 mois. Je me demande bien pourquoi à chaque fois vous me demandiez pourquoi j'étais d'accord. Les paroles sont dites par les uns, par les autres, mais moi, j'avais vraiment le sentiment que ce que ne pouvait pas dire Mademoiselle C, par quelque méthode que ce soit, elle ne pourrait pas le dire. Et que cet entêtement à vouloir lui tirer les vers du nez ou lui ouvrir la bouche, comme disait le médecin, c'était quelque chose qui devenait de la folie thérapeutique. Par rapport à ça, et comme je voudrais aller un petit peu plus loin dans la discussion, je surveille l'heure. Quelle heure est-il? 25, 24. Je me suis dit, je ne peux pas entrer dans ce processus et de traitement que j'estime brutaux. Je vous en ai donné 3 exemples, il y en a eu 5 en tout. Il y a pire que ce que j'ai dit. Il y a pire que ce que j'ai dit, puisque à bout, le docteur B a dit « Maintenant, je vais faire le tout pour le tout. On va faire des abcès de fixation. » Je le dis très vite, mais les abcès de fixation, c'est faire une piqûre dans la fesse avec un produit soufré
qui déclenche une fièvre de cheval. Et quand on dit une fièvre de cheval, c'est vraiment une fièvre de cheval. Et ce qui était absolument extraordinaire, c'est que le médecin m'a dit, mais je fais ça pour qu'elle réagisse. Je fais ça pour qu'elle réagisse. Et le médecin a eu cette parole qui a été adressée aux parents de mademoiselle C, c'est « Mais, vous comprenez, il faut absolument qu'elle se révolte. Je la provoque de cette façon. » J'entendais des choses qui étaient inaudibles pour quelqu'un comme j'étais à l'époque, et comme je continue d'être, j'espère maintenant, c'est-à-dire, il y a des choses folles qui peuvent se dire, et qui étaient du genre, je veux qu'elle réagisse pour refuser les traitements, là, qui deviennent totalement inacceptables. Totalement inacceptables. Il a dit ça aux parents, et la transmission, c'est ça ce que parlait veut dire, comment les paroles circulent et retournent vers la personne. Les parents ont dit, tu vois, il te soigne bien, il faut que tu collabores, fais confiance au médecin. La coupe était largement pleine et je ne sais pas si parmi les gens qui ont envie de faire des diagnostics au sujet de cette personne, en fonction de ce qu'elle a pu dire, ce qu'elle a pu faire, ce qu'elle a pu écrire, est-ce que vous considérez qu'elle est schizophrène ou pas? Ça peut se discuter, ça peut se discuter. En tout cas, je dis, elle en a bavé pendant cette année, et j'ai été l'un des artisans de cette folie médicale prétendue thérapeutique. Et je me suis dit, là, stop, je ne veux plus procéder sous l'emprise de ce médecin. Je vais regarder ce que c'est les enveloppements, et puis après, j'irai planter mes salades ailleurs. Et c'est effectivement au moment où les choses ont un tout petit peu basculé, car le passage par les enveloppements a été, je pense, très très déterminant pour que mademoiselle C ne sombre pas dans une folie gravissime ou dans une dépression gravissime. Je ne peux pas parler de tout ce qu'elle a pu écrire, mais elle pensait au suicide presque matin, midi et soir à certains moments. Donc, je vais dire un mot au sujet des enveloppements. Vous imaginez la situation, une pièce à part dans la clinique, la kinésithérapeute et moi, la pénombre, une pièce normalement chauffée et la table de la kinésithérapeute et des draps mouillés qui sont brûlants au départ pour que quand on les tord, on les égoutte et on les place rapidement autour du corps. La personne est nue ou avec sa culotte simplement et on roule les bras et les jambes dans les draps, puis on emmaillote tout avec un autre drap, toujours mouillé et chaud, et puis la couverture, et immédiatement la kinésithérapeute fait un massage très vigoureux pour qu'il n'y ait pas le sentiment de froid que la plupart des gens qui ont eu des enveloppements redoutent. Mais là encore, la personne, Marie-Annick, trouvait que les draps étaient glacés, que c'était absolument terrible. Mais la kinésithérapeute masse cette personne et elle se réchauffe petit à petit. Et nous restons dans le silence le plus complet.
Et ça a été l'une des choses qu'elle a pu dire et qui nous a beaucoup frappé, c'est « Ah, j'ai enfin le droit de ne rien dire ». Et du coup, nous nous trouvions avec la kinésithérapeute dans une situation où, bien que soignants, nous étions soignants au sens officiel du terme, nous étions ignorants de la technique, de ce qu'il fallait faire de cette situation. Mais le fait est que nous avons pu nous laisser imprégner petit à petit de cette ambiance particulière du lieu et de la technique de l'enveloppement. Et on chuchotait pour se dire telle ou telle décision, telle ou telle consigne, et il arrivait qu'on prenne un tout petit peu de recul, soit on se mettait dans un coin, soit même une fois on est sorti de la pièce et on revenait 2 minutes après et on indiquait à la personne, à Marie-Annick, que petit à petit, on allait défaire les bandelettes, comme on disait, et puis elle allait repartir comme ça se passait auparavant. Et cette manière d'être auprès d'elle avait quelque chose qui a ressemblé, je m'en suis aperçu bien fort par la suite, à la technique de relaxation que j'apprenais plus tard. Et c'est un petit peu le même sentiment que j'ai eu tout à l'heure pendant la séance d'hypnose, ce sentiment de décrocher par rapport à une réalité environnante. Et c'est ce qui m'a fait dire, et c'est pour ça que j'ai pris cet exemple, c'est pour dire, c'est la moindre parole, ou le temps qui s'écoule avec du silence, qui a été le plus rassurant pour cette patiente dans ces circonstances-là. Le fait qu'il y ait eu moins de paroles, ça a été pour elle la possibilité de dire quelque chose. Et elle a dit « j'ai froid ». Et elle a dit « je ne veux pas que vous partiez ». Et elle a dit « ne me laissez pas toute seule ». Et elle a dit, une fois plus tard, c'est amusant, mais je n'ai pas le temps de dire ça, elle a dit, ce qui était absolument terrible, c'est que je me demandais si j'avais le droit de faire pipi ou pas. Évidemment, elle n'a pas posé la question. J'ai appris 20 ans plus tard qu'elle s'était posé la question, mais elle n'en a jamais rien dit. Mais il n'empêche que cette personne-là, dans ce silence-là, m'a donné l'idée qu'elle réinvestissait son corps d'une autre façon. Les enveloppements ont duré pendant 2 mois, 3 mois, et donc après, l'année scolaire où j'étais dans cette clinique s'est terminée, je ne l'ai plus vue, et j'ai donc perdu complètement contact avec elle. Mais le fait que cette personne ait réussi, malgré toutes ces difficultés, à écrire, et elle a écrit, en tout cas elle me l'a dit lorsqu'elle a apporté ses carnets, « Je ne veux plus les garder, mais je vous les donne pour que vous en fassiez quelque chose », je peux considérer que c'est sa parole écrite qui a été le plus déterminant traitement de la suite. Car à partir de ça, elle a pu dire « voilà où j'en suis dans mon histoire et voilà ce que je peux dire de mon histoire antérieure ». J'essaye de terminer
je suppose qu'il faut s'arrêter. Oui. Oui. J'essaye de terminer en disant, ça ne peut être que des points de suspension. J'aurais pu prendre 10 exemples, 20 exemples, 30 exemples. Et tout à fait en dehors de ce livre, j'ai d'autres exemples. Je voulais juste conclure en donnant l'un de ces exemples parce qu'il me tient particulièrement à cœur. Quand j'étais un petit peu plus tard médecin pédopsychiatre dans un institut médico-pédagogique, il y avait des petits-enfants qui étaient des débiles profonds, hein, comme dans tous les instituts médico-pédagogiques, et parmi ces enfants-là, il y avait à l'époque ce qu'on appelait des enfants mongoliens. Et j'ai reçu un enfant et sa maman qui m'a dit « Non, non, il n'est pas mongolien ». Et c'était juste la période de l'histoire où le professeur Lejeune avait découvert que c'était chromosomique et qu'il y avait un chromosome surnuméraire et que c'est la raison pour laquelle on appelait ces enfants-là, on commençait à appeler ces enfants des trisomiques 21. Trisomique 21, ça veut dire qu'il y avait 3 chromosomes 21 au lieu de 2. C'est le nom qu'on leur a donné. Mais c'est le nom qu'on leur a donné à la place du nom de Mongoliens. Ce que parler veut dire, quoi. Les Mongoliens, c'est les Mongoliens. Voilà. Et cette mère me dit à moi, mais enfin non, il n'est pas mongolien. Alors je dis, bon, il est trisomique 21, c'est comme ça qu'on dit maintenant depuis 1 ou 2 ans. Non, 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 non. Et il y a eu une sorte de déclic quand elle me parlait de cette façon, car je n'ai pas du tout eu envie de batailler avec elle. Je dis, bon, écoutez, on va parler de votre enfant, et puis ceci, cela, cela. Et je suis allé discuter avec le pédiatre qui s'occupait de cet enfant. Et le pédiatre m'a dit, elle est con, hein, cette mère, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Le gosse, il est trisomique, c'est clair. Et je le lui ai dit, dit le pédiatre, en insistant. Vous savez, tu sais, non, il me dit, tu sais ce qu'elle m'a répondu? Elle me dit, bon, d'accord, mais non, il est mongolien ou trisomique, mais à 50%. Elle est con, hein, c'est pas possible. Parole de pédiatre. Mais parole de mère. Et je m'arrête simplement en vous disant, quand cette mère parle, à quoi ça sert de dire ce qu'elle dit? Mon enfant n'est pas mongolien, ou mon enfant est mongolien mais à 50%. Elle dit quelque chose. Ce que parler veut dire, ça dit quelque chose. Mais le pédiatre avait raison, il était trisomique. Qui a raison? À quoi ça sert de dire les choses?